Sega. Le nom seul évoque un sentiment de nostalgie pour bien des joueurs. Il rappelle une époque où les arcades régnaient et où les batailles de 16 bits faisaient rage entre Sega et Nintendo. De la légendaire Genesis à la singulière Saturn, Sega a marqué l'histoire du jeu vidéo. Mais peu d'histoires sont aussi captivantes et finalement aussi tragiques que celle de la Dreamcast. Cette console, symbole d'innovation et de promesse, est née des cendres des précédentes difficultés de Sega. Elle visait à redéfinir le jeu vidéo grâce à sa puissance et à ses fonctionnalités en ligne avant-gardistes. La Dreamcast représentait le dernier combat de Sega dans la guerre des consoles. C'était un pari, une tentative audacieuse de reconquérir leur place au sommet. Pourtant, malgré son succès initial et une base de fans dévoués, le destin de la Dreamcast était marqué par le chagrin. Le marché des consoles était en pleine mutation et un nouveau concurrent, la PlayStation 2 de Sony, se profilait à l'horizon. La scène était prête pour une confrontation dramatique, avec l'avenir de Sega en jeu. L'histoire de la Dreamcast nous rappelle que même la technologie la plus innovante peut être victime des forces du marché et des changements de cap. C'est une histoire d'ambition, de risque et en fin de compte, de la douce amère réalité du progrès technologique. Dans les annales de l'histoire du jeu vidéo, la Dreamcast témoigne à la fois de la nature éphémère du succès et du pouvoir durable de l'innovation. Nous sommes en 1998. Le monde du jeu vidéo est à l'aube d'un nouveau millénaire et l'attente pour la prochaine génération de consoles est palpable. Sega, blessé mais pas brisé par la performance décevante de la Saturn, développait discrètement une machine qui promettait d'être unique en son genre. Il s'agissait de la Dreamcast, une console qui osait rêver grand. Au cœur de la Dreamcast se trouvait une merveille technologique dotée de capacités graphiques impressionnantes et d'un modem intégré pour le jeu en ligne, une caractéristique pratiquement inédite à l'époque. Sega avait compris que l'avenir du jeu vidéo résidait dans les expériences interconnectées. Ils envisageaient un monde où les joueurs pourraient se connecter et s'affronter de façon transparente, une vision qui était des années en avance sur son temps. La Dreamcast était plus qu'une simple console, c'était un portail vers une nouvelle ère du jeu vidéo. Elle promettait une communauté en ligne dynamique, de nouvelles possibilités de jeux passionnantes et un aperçu de l'avenir du divertissement interactif. Le dévoilement de la Dreamcast a été accueilli avec un mélange d'excitation et de scepticisme. Sega, une entreprise encore sous le choc de ses revers passés, pouvait-elle vraiment tenir ses ambitieuses promesses? La presse spécialisée et le public retenaient leur souffle, impatients de voir si la Dreamcast serait à la hauteur de son nom prestigieux. Ils étaient loin de se douter que cette console modeste allait avoir un impact profond sur l'histoire du jeu vidéo, quoique de courte durée. L'histoire de la Dreamcast ne commence pas par un triomphe, mais dans l'ombre de la défaite. L'échec commercial de la Sega Saturn avait laissé l'entreprise chancelante. Déterminée à apprendre de ses erreurs, Sega s'est lancé dans une nouvelle mission, créer une console qui retrouverait la magie de l'époque glorieuse des 16 bits et la propulserait vers l'avenir du jeu vidéo. Le développement de la Dreamcast est l'histoire de deux équipes, chacune faisant la course contre la montre et l'une contre l'autre. Aux États-Unis, un petit groupe d'ingénieurs dirigé par Tatsuo Yamada travaillait d'arrache-pied, baptisé Black Belt. Pendant ce temps, au Japon, une autre équipe, dirigée par Hideki Sato, travaillait sur un projet distinct, connu sous le nom de Dural. Les deux équipes étaient animées par le même objectif, créer la console la plus puissante et la plus innovante jamais vue. La compétition entre les deux équipes était féroce, mais aussi incroyablement fructueuse. Chaque équipe poussait l'autre à innover et à expérimenter, ce qui a donné lieu à un flot constant de nouvelles idées et de percées technologiques. L'équipe Black Belt s'est concentrée sur l'exploitation de la puissance des graphismes 3D, tandis que l'équipe Dural a exploré le territoire alors inconnu du jeu en ligne. Alors que les deux équipes travaillaient sans relâche, une vision claire de la Dreamcast a commencé à émerger. Ce serait une console qui allierait harmonieusement une technologie de pointe à un gameplay intuitif,
et a des capacités en ligne révolutionnaires. Ce serait une console pour le nouveau millénaire, une machine qui redéfinirait ce que signifie jouer. Sega savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de répéter les erreurs de la Saturn. La Dreamcast devait être plus qu'une simple machine puissante. Elle devait avoir une âme, une personnalité qui capturerait l'imagination des joueurs du monde entier. Au cœur de l'attrait de la Dreamcast se trouvait son matériel révolutionnaire. Propulsé par un processeur Hitachi SH4 et une puce graphique PowerVR 2 personnalisée, la Dreamcast était une bête de course graphique capable de générer des environnements et des personnages 3D époustouflants, avec un niveau de détail et de fluidité qui surpassait tout ce qui avait été vu sur les consoles auparavant. Mais les prouesses technologiques de la Dreamcast allaient bien au-delà de ces visuels impressionnants. Sega savait que le jeu en ligne était l'avenir, et ils étaient déterminés à faire de la Dreamcast la première véritable console en ligne. Pour ce faire, ils ont équipé la Dreamcast d'un modem 56K intégré, une fonctionnalité pratiquement inédite à l'époque. Ce modem combiné aux services en ligne innovants de Sega, SegaNet, permettait aux joueurs de se connecter les uns aux autres et de découvrir une toute nouvelle dimension du jeu. Imaginez un monde où vous pourriez défier des joueurs du monde entier dans vos jeux préférés, le tout dans le confort de votre salon. C'était la promesse de la Dreamcast, et c'était une promesse qui a enthousiasmé les joueurs. Le matériel innovant de la Dreamcast et ses capacités en ligne avant-gardistes en ont fait une véritable pionnière dans l'industrie du jeu vidéo. C'était une console qui osait repousser les limites du possible, et ce faisant, elle a ouvert la voie à la révolution du jeu en ligne qui allait suivre. L'héritage de la Dreamcast en tant que pionnière technologique est indéniable, même si son succès commercial a finalement été de courte durée. Une fenêtre sur le monde, le jeu en ligne et SegaNet. La Dreamcast n'était pas seulement une question de matériel puissant, il s'agissait de connexion, il s'agissait de rassembler les joueurs d'une manière jamais vue auparavant. Tandis que d'autres consoles commençaient à s'aventurer dans le monde du jeu en ligne, la Dreamcast a plongé tête première, faisant du jeu en ligne une partie intégrante de son identité. Imaginez un monde où vous pourriez défier des adversaires du monde entier, votre salon transformé en arène virtuelle. C'était la promesse de SegaNet, le service de jeu en ligne de la Dreamcast. SegaNet n'était pas une simple idée après coup, il était intégré à l'ADN de la Dreamcast. Du modem intégré de la console à son interface conviviale, tout dans SegaNet était conçu pour rendre le jeu en ligne accessible et agréable. C'était une vision audacieuse, et pendant un bref instant, on a eu l'impression que c'était l'avenir. Des jeux comme Phantasy Star Online et Choo-Choo Rocket ont démontré le potentiel du jeu en ligne sur la Dreamcast. Soudainement, vous ne jouiez plus seulement contre des adversaires contrôlés par l'ordinateur. Vous affrontiez de vraies personnes, chacune avec ses propres compétences et stratégies. Le sens de la communauté sur SegaNet était palpable. Les joueurs pouvaient discuter entre eux, former des guildes et même échanger des objets. C'était un aperçu de l'avenir du jeu en ligne. Un avenir où l'interaction sociale et les expériences partagées deviendraient la norme. SegaNet était peut-être en avance sur son temps, mais il a laissé une marque indéniable sur l'industrie du jeu vidéo. Il a prouvé qu'il y avait un réel engouement pour le jeu en ligne sur console et a ouvert la voie aux expériences multijoueurs en ligne dont nous profitons aujourd'hui. Symphonie visuelle, repousser les limites graphiques. La Dreamcast n'était pas seulement une merveille technologique à l'intérieur, c'était aussi un régal visuel. Propulsée par une puce graphique PowerVR 2 personnalisée, la Dreamcast offrait des graphismes 3D époustouflants qui repoussaient les limites de ce qui était possible sur une console à l'époque. Imaginez des mondes regorgeants de détails, des personnages qui se déplacent avec une fluidité réaliste et des effets spéciaux qui éblouissent les yeux. C'était le festin visuel que la Dreamcast a donné vie. Des jeux comme Sonic Adventure et Soul Calibur ont mis en valeur les prouesses graphiques de la Dreamcast, établissant de nouvelles normes de fidélité visuelle dans le jeu sur console. Sonic, la mascotte emblématique de Sega,
n'avait jamais été aussi beau, filant à travers des environnements luxuriants et colorés avec une douceur à couper le souffle. Mais les capacités graphiques de la Dreamcast n'étaient pas seulement une question de puissance brute, elles étaient aussi une question d'art. Les développeurs de Sega ont adopté l'architecture unique de la console, poussant le matériel à ses limites et créant des jeux à la fois visuellement superbes et techniquement impressionnants. Des visuels en cel shading de Jet Set Radio aux environnements atmosphériques de Shenmue, la Dreamcast était un paradis pour les jeux visuellement distinctifs et révolutionnaires. C'était une console qui célébrait la créativité et l'innovation, inspirant les développeurs à repousser les limites de ce que les jeux vidéo pouvaient être. L'héritage graphique de la Dreamcast continue d'inspirer l'admiration aujourd'hui, un témoignage de la puissance de la console et de l'art de ses développeurs. La révolution de la manette, l'innovation entre vos mains. La manette Dreamcast, avec son design élégant et ses fonctionnalités innovantes, était plus qu'un simple moyen d'interagir avec les jeux. C'était une extension de la philosophie avant-gardiste de la console. Sega avait compris qu'une bonne manette pouvait améliorer l'expérience de jeu, et ils ont mis tout leur cœur et toute leur âme dans la création d'une manette à la fois confortable et à la pointe de la technologie. La caractéristique la plus remarquable de la manette Dreamcast était son Visual Memory Unit, ou VMU. Ce petit écran amovible n'était pas seulement une carte mémoire, c'était une mini-console à part entière. Les joueurs pouvaient utiliser le VMU pour sauvegarder leur progression dans le jeu, mais ils pouvaient également l'utiliser pour jouer à des mini-jeux, afficher des statistiques et même échanger des objets avec des amis. C'était un concept révolutionnaire, brouillant les frontières entre le jeu sur console et le jeu portable. La conception ergonomique de la manette Dreamcast, avec ses poignées confortables et ses boutons bien placés, la rendait agréable à tenir et à utiliser. Sega avait clairement appris des erreurs de la manette encombrante de la Saturn, optant pour un design plus simplifié et intuitif. Le stick analogique de la manette Dreamcast, avec ses mouvements fluides et précis, était une révélation pour les jeux 3D, permettant des commandes plus nuancées et réactives. Des vibrations immersives du Rumble Pack à l'écran secondaire innovant du VMU, la manette Dreamcast témoignait de l'engagement de Sega envers l'innovation. C'était une manette qui semblait en avance sur son temps, et elle reste un favori parmi les amateurs de jeux rétro aujourd'hui. L'aube de la Dreamcast, un nouveau millénaire, une nouvelle Sega. Le 27 novembre 1998, l'air crépitait d'anticipation. Dans le quartier animé d'Akihabara à Tokyo, une file de joueurs impatients serpentait autour du pâté de maison, leur excitation palpable. L'objet de leur désir, la Sega Dreamcast, une console qui promettait de révolutionner le jeu vidéo. Sega avait mis le paquet pour le lancement japonais de la Dreamcast. La campagne marketing était élégante et stylée, mettant l'accent sur la technologie de pointe et les capacités en ligne de la console. Sega savait qu'il devait réussir ce lancement. L'ombre de l'échec de la Saturn planait, et il ne pouvait pas se permettre un autre faux pas. Le monde du jeu vidéo regardait, impatient de voir si Sega pourrait retrouver sa gloire d'antan. Alors que l'horloge s'approchait de l'heure officielle de sortie, l'énergie dans l'air était électrique. Ce n'était pas seulement le lancement d'une console, c'était un événement culturel, une célébration de l'avenir brillant du jeu vidéo. Lorsque les portes se sont enfin ouvertes, la foule s'est précipitée, impatiente de mettre la main sur la dernière création de Sega. La Dreamcast a connu un départ fulgurant, se vendant à travers le Japon en quelques heures. Sega avait touché une veine d'excitation, ravivant les passions des joueurs qui aspiraient à quelque chose de vraiment nouveau et innovant. La scène était prête pour que la Dreamcast prenne le monde d'assaut. Le monde adopte le rêve. Succès mondial. Le succès de la Dreamcast ne s'est pas limité au Japon. Sega avait soigneusement orchestré un lancement mondial, programmant stratégiquement la sortie de la console dans différentes régions pour maximiser l'impact.
Le 9 août 1999, la Dreamcast est arrivée en Amérique du Nord, accueillie par une vague de battage médiatique. Sega of America avait mis au point un blitz marketing impossible à ignorer, inondant les écrans de télévision et les pages de magazines avec le logo élégant de la Dreamcast et le slogan désormais emblématique « It's Thinking ». Le lancement nord-américain a été un succès retentissant, battant des records de vente et dépassant même les prévisions les plus optimistes de Sega. Les joueurs ne pouvaient pas se lasser des graphismes impressionnants de la Dreamcast, de ses capacités en ligne et de sa bibliothèque de jeux diversifiés. La Dreamcast était devenue un phénomène culturel, capturant l'imagination des joueurs jeunes et vieux. L'Europe a suivi le 14 octobre 1999 et l'élan de la Dreamcast s'est poursuivi sans relâche. De Londres à Paris en passant par Berlin, les joueurs ont fait la queue pour mettre la main sur la console révolutionnaire de Sega. Le succès mondial de la Dreamcast témoignait de la vision de Sega et de l'attrait indéniable de la console. Pendant un bref instant, il semblait que Sega avait réussi l'impossible. Ils étaient revenus du bord du gouffre pour reconquérir leur place de géant du jeu vidéo. L'avenir semblait illimité et la Dreamcast menait la charge vers une nouvelle ère du jeu. Le mastodonte PlayStation. Le succès de la Dreamcast, aussi remarquable soit-il, allait forcément être remis en question. Un spectre se profilait à l'horizon, une force qui allait mettre à l'épreuve le courage de la Dreamcast et finalement façonner son destin. Cette force était Sony, et son arme était la PlayStation. La PlayStation originale avait été un succès retentissant, établissant Sony comme un acteur dominant dans l'industrie du jeu vidéo. Sega savait que la PlayStation 2, la prochaine console de Sony, allait être un adversaire redoutable. Les rumeurs sur la puissance de la PS2 se sont répandues comme une traînée de poudre dans la communauté des joueurs. Elles promettaient des capacités de lecture de DVD, des graphismes de pointe et une vaste bibliothèque de jeux s'appuyant sur les bases posées par son prédécesseur. Sega, malgré le succès initial de la Dreamcast, ne pouvait ignorer la menace que représentait Sony. La campagne marketing de la PS2 était implacable, une symphonie soigneusement orchestrée de battage médiatique et d'anticipation. Sony savait comment jouer le jeu, comment susciter l'enthousiasme et créer un sentiment d'inévitabilité autour de ses produits. Sega s'est retrouvé dans une position difficile. La Dreamcast était une console fantastique, mais elle était confrontée à un concurrent disposant de ressources apparemment illimitées et d'une marque bien établie. Les lignes de bataille étaient tracées et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Le paysage du jeu vidéo évoluait rapidement. L'aube du nouveau millénaire a amené avec elle une nouvelle génération de joueurs, plus connectés, plus exigeante et plus informée que jamais. La Dreamcast, avec ses capacités en ligne et ses jeux innovants, était bien placée pour tirer parti de ce changement, mais la PlayStation 2 l'était tout autant. Sony a reconnu l'importance croissante du jeu en ligne et l'a intégré à la conception de la PS2, mais avec une approche plus prudente que l'adoption sans réserve de Sega. La bataille entre la Dreamcast et la PS2 était plus qu'un simple affrontement de consoles. C'était un affrontement de philosophie. Sega, le preneur de risques, l'innovateur, avait misé gros sur le jeu en ligne et la technologie de pointe. Sony, le pragmatique, le maître du marketing, jouait un jeu plus calculé, tirant parti de la puissance de sa marque et de l'attrait de la lecture de DVD pour séduire les consommateurs. La presse spécialisée s'en est donnée à cœur joie, opposant les deux consoles dans une série interminable de comparaisons et de critiques. Chaque nouvelle sortie de jeu, chaque baisse de prix, chaque information était scrutée et analysée pour déceler le moindre indice de celui qui prenait le dessus. Les joueurs étaient les grands gagnants de cette guerre des consoles, bénéficiant d'un flux constant de jeux révolutionnaires et de progrès technologiques. Mais pour Sega, la pression montait. La Dreamcast, malgré ses fidèles adeptes et son impressionnante ludothèque, commençait à peiner sous le poids de la puissance marketing de Sony et de l'élan croissant de la PS2.
Le succès initial de la Dreamcast était indéniable, un témoignage de sa conception innovante et des prouesses marketing de Sega. Mais sous la surface, des fissures commençaient à apparaître, de subtils indices des défis à venir. Le matériel impressionnant de la console, bien que capable de repousser les limites graphiques, avait un coût. La fabrication de la Dreamcast était chère, et Sega vendait chaque unité à perte, espérant récupérer son investissement grâce aux ventes de jeux. Cette stratégie, bien que courante dans l'industrie des consoles, était un pari. Elle reposait sur le maintien d'un rythme de vente soutenu, ce qui s'avérerait difficile face à la concurrence croissante. Le problème du piratage s'ajoutait au malheur de Sega. Le format GD-ROM de la Dreamcast, bien qu'offrant une plus grande capacité de stockage que les CD traditionnels, était relativement facile à copier. Les jeux piratés ont commencé à circuler peu après la sortie de la console, réduisant les profits de Sega et sapant la légitimité de la Dreamcast en tant que plateforme de jeu. L'infrastructure en ligne de la Dreamcast, bien que révolutionnaire, était aussi une arme à double tranchant. SegaNet, bien qu'ambitieux, était limité par la technologie de l'époque. Les vitesses de connexion étaient souvent lentes et peu fiables, ce qui entraînait des problèmes de latence et de connectivité frustrants pour de nombreux joueurs. La promesse d'une expérience en ligne transparente était souvent entravée par des limitations techniques, ce qui refroidissait l'enthousiasme de certains des premiers utilisateurs. À l'aube de l'an 2000, une nouvelle menace est apparue à l'horizon, jetant une ombre sur l'avenir de la Dreamcast. La PlayStation 2 de Sony, entourée de battages médiatiques et d'anticipation, a finalement été dévoilée et il était clair que Sega avait une bataille à mener. La PS2 était une merveille technologique, dotée d'un processeur puissant, de capacités de lecture de DVD et du poids de la marque PlayStation derrière elle. La machine marketing de Sony est passée à la vitesse supérieure, positionnant la PS2 comme le système de divertissement incontournable du nouveau millénaire. La Dreamcast, malgré son avance et son impressionnante ludothèque, donnait soudain l'impression d'être dépassée. Le lancement de la PS2 a été un véritable événement culturel. Les files d'attente serpentaient autour des magasins, les consommateurs impatients de mettre la main sur la dernière création de Sony. La Dreamcast, malgré ses fidèles adeptes, ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec l'élan de la PS2. Sega s'est retrouvé dépassé et désarmé, sa console autrefois prometteuse luttant pour se maintenir à flot dans le sillage du tsunami PS2. L'issue était inévitable. Malgré tous les efforts de Sega pour renforcer la ludothèque de la Dreamcast avec des titres de qualité et des baisses de prix, le sort de la console était scellé. La domination de la PS2 était indéniable, et les développeurs tiers, sentant un changement dans l'équilibre des pouvoirs, ont commencé à affluer vers la plateforme de Sony. La ludothèque autrefois florissante de la Dreamcast a commencé à diminuer. Les éditeurs redirigèrent leurs ressources vers la PS2, attirés par sa plus grande base installée et la force marketing de Sony. Dans une tentative désespérée d'endiguer l'hémorragie, Sega a réduit le prix de la Dreamcast, mais c'était trop peu, trop tard. Le mal était fait. Le 31 janvier 2001, Sega a fait l'annonce douloureuse qui allait envoyer des ondes de choc à travers le monde du jeu vidéo. Ils arrêtaient la Dreamcast. La nouvelle a été accueillie avec incrédulité et tristesse par les fans fidèles de Sega, qui avaient adopté le charme unique et l'esprit innovant de la Dreamcast. La Dreamcast, autrefois symbole de la résurgence de Sega, était désormais un rappel de sa chute. La console qui avait osé rêver grand, repousser les limites du jeu, avait disparu, laissant derrière elle un héritage de ce qui aurait pu être. L'histoire de la Dreamcast, malgré sa fin douce amère, est loin d'être une tragédie. C'est une histoire d'innovation, d'ambition et d'une poursuite incessante pour repousser les limites du jeu. Bien que la console elle-même ait peut-être disparu trop tôt, son impact sur l'industrie continue de résonner aujourd'hui. La Dreamcast était une pionnière, une console qui a osé rêver grand et, ce faisant, a façonné l'avenir du jeu de manière profonde. Ses capacités en ligne, autrefois considérées comme une nouveauté,
ont ouvert la voie aux expériences de jeu interconnectées que nous tenons maintenant pour acquises. SegaNet, avec ses connexions commutées lentes et ses fonctionnalités limitées, peut sembler désuet par rapport aux services de jeu en ligne sophistiqués d'aujourd'hui, mais c'était un aperçu de l'avenir. Un avenir où les joueurs pourraient se connecter et s'affronter quelle que soit la distance. L'héritage de la Dreamcast s'étend au-delà de ces innovations technologiques. La console abritait une bibliothèque de jeux révolutionnaires et appréciés, des titres qui ont repoussé les limites créatives et mis en valeur les talents des équipes de développement de Sega. Des sensations fortes de Sonic Adventure au monde immersif de Shenmue, en passant par l'action stylée de Jet Set Radio, la Dreamcast offrait une expérience de jeu diversifiée et inoubliable. La disparition de la Dreamcast a marqué la fin d'une ère, non seulement pour Sega, mais pour l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. C'était un rappel brutal que même les entreprises les plus innovantes pouvaient être victimes de l'évolution des forces du marché, de la concurrence féroce et des goûts en constante évolution des joueurs. La décision de Sega de quitter le marché des consoles a été difficile. Plus amer que leur en tant que fabricant de matériel était révolu. Que les consoles de Sega appartiennent au passé, leur héritage en tant que développeur de jeux perdu. L'entreprise continue à sortir des titres de qualité sur diverses formes, garantissant que ces franchises et personnages emblématiques restent pertinents pour une nouvelle génération de jeux. La Dreamcast a traité le champ du cinéma dans la guerre des consoles, mais c'était un champ rempli de créativité et d'une volonté incessante de divertir. C'était une console qui a osé rêver et, ce faisant, a laissé une marque indélébile sur l'histoire du jeu vidéo. Alors, en faisant nos adieux à la Dreamcast, souvenons-nous d'elle non pas pour sa disparition prématurée, mais pour son esprit révolutionnaire, ses jeux révolutionnaires et la joie qu'elle a apportée à des millions de joueurs dans le monde entier.